Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Weaven et aujourd'hui je vous présente un second build sur l'Amargédon spectral après son nerf et aujourd'hui on est sur un build mono haut magie coup critique. Hier je vous ai présenté donc le build terre critique, aujourd'hui c'est au tour du haut, vous verrez, je le trouve encore plus fun à jouer que l'autre. Donc sans perdre davantage de temps, nous allons directement parler aux passifs et compétences que je suis allé chercher sur le personnage. Donc au niveau des passifs, tout comme sur le build, terre crit, on est allé chercher spectralisation qui permet à la mort d'un de nos compagnons de générer une âme spectrale à sa place, limitée à une fois par tour, et retour spectral qui permet que lorsqu'une âme spectrale meurt, qu'on fait réinvocable à l'un de nos compagnons morts. Avec ça, on n'a pris absolument aucun sort éther et on a mis toutes les stats en points de vie. Du côté des items, j'ai choisi l'anneau Asis, qui est obligatoire ici, étant donné qu'il permettra de booster efficacement nos magies au fur et à mesure que le combat avance. Vous verrez que les jauges montent relativement vite, on va stacker assez vite. Ensuite, on va jouer avec l'anneau Morgate, qui permet sur un coup critique d'un sort coûtant au moins 5 points d'action, de générer une jauge supplémentaire du même élément. Avec ça, nous jouons un overbooké. D'autres anneaux sont tout à fait viables, hein. Ici, j'ai choisi l'anneau overbooké pour ses 6% de chance de coup critique des sorts. Parce qu'il faut essayer de faire crit au maximum nos sorts pour générer des jauges. Ma foi, après le nerf du Lamargaidon sur spectralisation, qui a été limité à une fois par tour, il faut pouvoir compenser en fait cette perte de gain de jauge qu'on a. Et ici, j'ai décidé de passer par le critique euh, pour compenser ça. Voilà, sinon j'aurais mis un friscouille à la place, je pense. Enfin bref. Ensuite, en dernier anneau, j'ai opté pour l'anneau T, qui permettra, lorsqu'on génère des jauges, de faire des pluies, ce qui ajoute un bon dégât étant donné qu'on est en build full magio, donc les pluies elles tapent quand même du 120-130. Euh, Ensuite, si je l'ai vraiment choisi, c'est surtout pour le bonus de plus une jauge au à la mort de nos compagnons. Voilà, ça permettra de compenser en fait justement le coup de nos compagnons. On va pouvoir du coup les réinvoquer plus vite après leur mort. Le brassard de l'âme pluvieuse, il est là pour la même raison. L'idée, ça va être d'invoquer le plus vite possible quand même. Nos compagnons, ils sont vraiment là pour nous apporter un gros support dans de nos magies. De plus, bah, du coup, ces deux anneaux-ci, euh, enfin, l'anneau Anne Morgate, l'anneau T et le brassard de l'âme pluvieuse permettront de stacker rapidement l'anneau Oasis. Afin de stacker encore plus vite, on va jouer avec Sally, qui permet sur son attaque de donner une jauge haut, voire deux en cas de coup critique. Généralement, c'est le compagnon qu'on va chercher à faire mourir le plus souvent. C'est souvent elle qui va utiliser le passif spectralisation. En compagnon fort, on aura Fairis qui est vraiment là pour nous permettre de gagner des points d'action en réserve. Souvent, Fairis, on fait un petit peu attention, il peut survivre 2-3 tours facilement. Euh, Après, ça dépend de la famille. Je sais que justement, contre les cracklers, bah, il aura tendance à se faire focus parce que les cracklers, ils stackent quand même beaucoup d'attaques. Contre d'autres familles qui ont moins d'attaques, il va rester en vie plus longtemps parce qu'il aura tellement de points de vie que les ennemis vont avoir plutôt tendance à ne pas trop l'attaquer. Ensuite, dans les deux derniers compagnons, j'ai choisi Bump. Bump qui permet à son impression de devenir le garde du corps de notre héros. Donc lui, pareil, tout comme Sally, il aura tendance à mourir très vite. La différence, c'est que Sally, on va vraiment l'invoquer en début de partie, et Bump, on va l'invoquer pour temporiser des tours. Généralement, on peut invoquer Bump à peu près une fois tous les 2 tours, et en cas de coup critique des bons sorts, on peut justement l'invoquer tous les tours. Imaginons, je vais faire une petite parenthèse sur Nouvelle Vague. Nouvelle Vague qui sur coup critique donne une jauge au supplémentaire, donc elle nous en donne 3. Mais du coup, sur coup critique, avec l'anneau One Morgate, elle nous donne 4 jauges haut. Donc 4 jauges haut plus notre attaque de base, 5 jauges, on peut invoquer Bump en un seul tour. Voilà, donc vite fait petite parenthèse là-dessus. Ensuite, en dernier compagnon, j'ai choisi Arbour. Arbour qui permet du coup, tant qu'il est en jeu, de réduire d'un point d'action le coût de nos sorts hauts. De plus, il apparaît avec des hiboux de glace. Ouh là là, mais c'est pas du tout ruiné tout ça. Enfin bref. Les hiboux de glace ont pour avantage que lorsqu'on utilise notre réserve, ça réduit de 1 point d'action le coût de notre prochain sort lancé. Ici, en l'occurrence, on va avoir pas mal de réserves. On a pas mal de sorts qui mettent des points d'action de côté. Et on a aussi Fairis qui nous met des points d'action de côté. Donc ça peut être intéressant de jouer à Arbour. Autre compagnon intéressant, ça peut être Echo. Echo qui fera également proc le passif Fratrie des Oubliés, parce que Bum fait également partie de la Fratrie des Oubliés.
Donc voilà, c'est pour ça que le dernier compagnon veut un membre de la fratrie. On a de la chance dans les builds, enfin dans les compagnons hauts, les membres de la fratrie sont intéressants. Donc Echo peut être intéressante aussi, tout simplement parce qu'elle a du soin, donc de la sustain. Et de plus, bah, son sort Espoir d'Echo en fait va pouvoir soigner du, je crois 360 une fois qu'on a un peu stacké la Noasis, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement en tête. Mais ça peut être intéressant de poser Echo aussi. De plus, elle est beaucoup plus résistante qu'un compte à rebours, donc elle va pouvoir tanker des coups supplémentaires. Du côté des sorts, on va avoir 2 sorts pour poser des états élémentaires, à savoir Cyber et Morsure glaciale. Ça va être des sorts intéressants pour pouvoir jouer avec Pic glacial, qui permet de désarmer une cible si elle est mouillée. Ça, c'est un super sort pour pouvoir temporiser. Si on est dans la merde, on lance ça. D'ailleurs, l'avantage, c'est que Cyber et Pic glacial, s'ils sont joués sur le même tour, peuvent très bien aller ensemble. Ils coûtent un total de 6 points d'action ensemble, c'est magnifique. Ensuite, on a Traversée glaciale comme petit sort. Traversée glacée, pardon. Traversée glacée, il est bien en solo, spécialement, parce que justement, il permet de se repositionner. Des fois, on peut être bloqué. Avant, je jouais avec comment il s'appelle? Avec Sylvia, charge envolée qui fait énormément de dégâts. Cependant, le problème, c'est que si on se fait bloquer dans un coin, ça m'est arrivé une fois sur les cochons de me faire repousser à fond dans un coin, puis de me faire bloquer avec une broche au corps à corps, au niveau 100 plus, dans le coin, ça pardonne pas. Même avec Bump, Bump se fait one shot avant le début du tour, juste à cause des dégâts passifs de la map. Donc voilà. Traversée glacée à garder en cas d'ultime recours, sinon on l'utilise pas. Ensuite, du coup, dans les gros sorts, on va avoir Onde spectrale. Donc là, je l'ai que niveau 40, mais elle tape du 308, c'est-à-dire que c'est le sort que j'ai actuellement qui tape le plus fort de tous. 308, niveau 40. Imaginez niveau 50, ce serait phénoménal. Donc voilà. Ensuite, on a Nouvelle Vague, excusez-moi, je suis en train de bugger mentalement. Nouvelle Vague qui est du coup le sort à utiliser T1 si on l'a en main, parce que s'il crit 4 jauges directes, c'est magnifique. On va aussi également jouer avec les 2 sorts d'Albera, Refus d'Albera et Grêle d'Albera, pour du dégât de zone et de la sustain. Et enfin, Onde de choc qui permettra de faire énormément de dégâts et donner beaucoup de jauges. Pareil, lui en cas de coup critique donnera 4 jauges. Alors là, il coûte 8 points d'action, donc on peut pas le jouer T1, mais pour chaque ennemi qui se trouve autour de notre héros, le sort est réduit de moins 1 point d'action. Donc souvent, il peut coûter 5, 5 points d'action, 6 ou 5, quand on va l'utiliser généralement. L'avantage, s'il coûte 4, imaginons, ou alors quand il y a un rebours qui est sorti, il peut facilement coûter 4, on peut le jouer en même temps qu'une arme spectrale de notre passif. Ça peut être aussi de quoi tempo. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du build solo. Le build solo, j'insiste là-dessus, les compagnons ont vraiment été choisis pour du solo. Fairis tankera bien en solo, s'il y a un élite, il tankera très peu. Enfin, il tankera 2 coups de l'élite, quoi. Bump, il est là en solo parce que si vous êtes le premier à jouer de votre équipe, en fait, il vous mettra un garde du corps que pour le tour de l'élite, puis après, le garde du corps, il s'enlève. Pour le tour des mobs, vous l'aurez plus. Donc je vais vous présenter une variante justement en équipe. Ici, du coup, dans cette variante, les items n'ont pas changé, les passifs n'ont pas changé. Simplement, il y a un sort et les compagnons qui ont changé. En équipe, on remplace Traverse glacée par Flot d'Albuera qui permet de mettre un point d'action en réserve. Parce que souvent en équipe, on a moins besoin de positionnement. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Ensuite, on va remplacer le pote Fairis par Baron Sramdi, qui aura le même effet que Fairis. Cependant, il sera beaucoup moins coûteux à invoquer, moins résistant derrière également, mais moins coûteux à invoquer, ce qui permet de mettre des points d'action en réserve à nous et nos alliés très rapidement dans la partie. Donc on garde Arbour et justement ensuite on va pas garder le passif de la fratrie des oubliés, mais on va invoquer Nox. Nox, c'est un monstre en équipe. Tout simplement parce que quand Nox attaque, il génère une Noxine derrière la cible. Noxine qui a 5 points de mouvement, donc on peut vraiment l'emmener très loin sur la map. Et ensuite, il y a le sort Eliacube de Nox qui permet de téléporter une cible jusqu'à 2 cases autour d'une Noxine. C'est extrêmement puissant parce qu'on peut soit sécure un allié, soit envoyer un élite ou un boss à l'autre bout de la map. Et ça, du coup, en équipe, c'est juste trop bien. Voilà. Après, bah, du coup, ici, comme je vais vous faire une présentation en solo, je retourne sur le build solo.
Et je vous propose un combat chez les cochons niveau 120. Je sais pas qu'est-ce que je fais au niveau 56, mais voilà. Alors la nouvelle vague T1. Là on veut focus celui-ci. Malheureusement pas de crit, on a que 2 jauges. Si ça avait crit, j'aurais pu invoquer Sally, me taper, la taper. On serait monté à 6 jauges T1. Sans critique sur nous deux, hein. Si et Sally et moi critions, ça faisait 8 jauges T1, ça aurait été magnifique. La Sally, même si je vais me taper avec, je préfère la garder auprès de moi, même si elle va sûrement être repoussée ou simplement tuée par les autres. Là, ça m'arrange. C'est un très bon, enfin là, c'est un très bon tour ennemi parce que du coup, nous on prend pas de dégâts à part les dégâts de la mort de Sally. Alors ici, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je tape depuis cette zone, mais prochain tour je me fais repousser ici et je prends 3 corps à corps du coup. Parce qu'il y en a un, il va venir me taper, cattrape, libérer la place pour un autre, donc ça me sert à rien. Puis je vais me retrouver dans le coin, donc ce tour d'après, je serai obligé d'utiliser la traverse glacée. Ici, ça m'intéresse pas trop du coup de faire ça. Quoique, est-ce que j'utilise plutôt la traverse glacée déjà maintenant? En plus, ça crit, c'est super. Du coup, ce que je vais faire, c'est simplement reposer un petit état mouillé ici. Je vais invoquer Sally. On sécurise Sally, c'est vraiment cool si elle reste en vie, comme on n'a plus autant de générations de jauge que sur les anciens builds d'Armageddon. Et bah il faut bien essayer de la maintenir en vie pour pouvoir compenser justement le coût qu'elle nous coûte. Ouais, alors ici, je vais venir me poser là. Je vais faire taper Sally. Bon, elle crit, ma foi, ça me donne plus de jauge que nécessaire. C'est pas grave. Ici, voyons voir. Je peux jouer une grêle d'Albuera en soi. Parce que ça me fait monter. En cas de coup critique, il me fait monter à 4 jauges. Ce sera pas assez pour invoquer Bump, donc autant me soigner sur ce tour-ci. Et ce sera tout pour ce tour. Iris, du coup, l'avantage, c'est comme avec il a 980 HP, il devrait rester en vie. En plus, il fait que des procs résistance, c'est magnifique. Eh bien, c'est la position parfaite, messieurs. Sans vouloir vous offenser, c'est pas terrible. Et un petit coup critique pour finir, c'est magnifique. Voilà, donc un petit combat qui se passe très très bien sur le Lamarguedon. J'ai même pas eu besoin encore de piocher d'utiliser ma réserve. 3 minutes 20. 3 minutes 20 avec des explications, hein, c'était même pas en speed. Le build crit très souvent, alors forcément, comme tous les build crit dépendants, on a parfois envie de pleurer. Ça arrive de faire des combats où il n'y a pas un seul crit, ça arrive de faire des combats où il n'y a que des crits. Voilà. Le build possède quand même, je crois, de tête 36% de chance de coup critique. On a qui sont bonus aux chances de coup critique des sorts 11%. Et normalement, on a un bonus de chance de coup critique des sorts hauts, 5%. Donc ça fait plus 16%, 36%. Voilà, c'est ça, on a 36% de chance de coup critique des sorts. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous convaincre que le perso, malgré son nerf, est toujours viable. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.